Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le but ici est vraiment de démarrer avec des bonnes bases et donc de définir quelques termes essentiels, incontournables que vous devez maîtriser en statistique. Premièrement, la différence entre variables qualitatives et quantitatives. Alors, les variables qualitatives sont des variables qui existent à différents niveaux. Même si ces niveaux, généralement, on les représente avec des chiffres. Par exemple, le genre, on pourrait dire que le 1 est égal à femme et 2 est égal à homme. Mais ces chiffres, naturellement, n'ont qu'une valeur de code. Et on ne peut pas faire des opérations mathématiques avec ces chiffres. On ne peut pas dire que si femme est égal à 1, on ne peut pas faire 1 fois 2 égale homme. Ça n'a aucun sens. Donc, une variable qualitative, c'est une variable quelque part nominale qui a un nom, où les catégories ont un nom. C'est par exemple donc le genre. Forcément, le genre sera toujours une variable qualitative, homme-femme. La langue maternelle, est-ce qu'on parle français, néerlandais, anglais? Alors de nouveau, on va représenter sur SPSS ces catégories avec des chiffres, mais de nouveau, on peut faire aucune opération mathématique ou non dessus. D'autres variables qualitatives, c'est par exemple des variables binaires. Est-ce qu'on fume ou pas? Est-ce que la personne est fumeuse ou non? Oui, non. Est-ce que l'année académique a été réussie? Oui, non. Est-ce que la personne a des enfants? Oui, non, etc. Donc, ce type de variables binaires sont typiquement qualitatives. En quantitative, le nom dit bien ce que c'est donc quand on a des chiffres, quand on a une quantité. L'âge, typiquement, est un excellent exemple de quantitative. Tout ce qui est score. À partir du moment où on parle d'un score, on est d'office dans une quanti. Donc le score à un test, ça peut être n'importe quel test en psychologie pour mesurer la personnalité, comme le NeoPR, un test de dépression, comme le BDI, un test pour mesurer le burn-out, un test pour mesurer le perfectionnisme, un test pour mesurer la satisfaction, etc., etc., le leadership. Donc tout ce qui est un score, généralement, on est dans du quantitatif. Alors typiquement, tout ce qui est échelle de Likert, échelle qu'on affectionne particulièrement en psychologie, ce sont toujours des quantitatives. Et justement, parlant de ces dernières, il y a parfois certaines variables qui peuvent être relativement ambiguës, parce que l'idée c'est que c'est pas vraiment une quanti pure et dure, mais en même temps, il y a quand même une certaine gradation dans les niveaux. Si par exemple, je parle du statut socio-économique, et que je code 1 faible, 2 moyen et 3 élevé, j'ai donc 3 catégories. En théorie, ce serait une qualitative, mais en pratique, elle peut également s'utiliser comme quantitative. Je dirais que dans le doute, si vraiment un chercheur n'est pas sûr de ce qu'il vaut mieux faire, dans le doute, il peut toujours utiliser les deux types d'analyse, en considérant dans une première analyse que la variable est quanti, et dans une deuxième analyse que la variable est qualitative. Ça peut se faire. Il y a parfois des variables qui sont un peu ambiguës. Donc voilà pour quanti et quali. Alors forcément, ça c'est primordial. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir déterminer quel test est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait un qui-carré? Est-ce qu'on fait une corrélation? Est-ce qu'on fait une ANOVA? Est-ce qu'on fait un test T? Est-ce qu'on fait une régression? Etc. etc. Donc tous les tests qui existent finalement dépendent de est-ce que les variables qu'on a sont quanti ou quali. Deuxième chose très importante, c'est variable dépendante et indépendante. Alors, la variable dépendante, c'est la variable d'intérêt. Ça veut dire celle qui nous intéresse, nous, en tant que chercheurs, et que donc on cherche à expliquer, à prédire. On cherche à voir qu'est-ce qui l'influence. Donc, toutes les variables dont je vous parlais tout à l'heure, le burn-out, le perfectionnisme, etc., tout ça, ça peut être des VD. Ça peut être aussi des VI. Donc, la VI, justement, c'est quoi? C'est la variable qui influence la VD. Donc, on suppose, en parlant de VD et VI, on suppose que la VI pourrait avoir, c'est ce qu'on va tester, hein, justement, pourrait influencer la VD. Donc, c'est sur base de ça, de ce lien de causalité qu'on présume qu'on va poser la VD et la VI. Maintenant, sachez qu'en psycho, on est parfaitement conscient que parfois, on est dans un lien bicausal, mais on va quand même, je dirais, les analyses statistiques nous obligent à poser une VD et une VI, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une influence réciproque de la VD sur la VI.
Mais donc typiquement, le principe, c'est de savoir quelle variable nous intéresse. Si par exemple, ce qui m'intéresse, c'est de parler de la satisfaction de couple, voilà, moi c'est ça mon sujet d'étude, ce sera ma VD. Je peux prendre comme VI, je peux prendre plusieurs choses. Je peux prendre par exemple le genre, qui serait donc une variable qualitative. Je pourrais prendre l'amabilité, qui est une des mesures un des 5 facteurs de la personnalité. Je pourrais prendre l'âge, qui est une quantitative, etc., etc. Donc, on a des statistiques univariées, ça c'est sur une seule variable. Généralement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est de dire combien d'hommes ou de femmes on a sur notre étude. Ça a assez peu d'intérêt. Bivarié, là ça commence à devenir intéressant. Bivarié, ça veut dire 2 variables, donc une VD et une VI. Et alors, on a aussi des études multivariées, où là, on va avoir des modèles plus complexes avec une VD. Ça, quoi qu'il arrive, on aura toujours une VD. Et plusieurs VI. Donc, on va tester les effets de plusieurs VI, plusieurs variables indépendantes, quantitatives ou qualitatives, sur une seule VD. Donc, ce que je viens de vous expliquer, variable dépendante et indépendante et variable quanti-quali, de nouveau, c'est entièrement ça qui va déterminer quel test est-ce qu'on fait. Notion aussi extrêmement importante, c'est est-ce que les mesures que l'on a sont des mesures indépendantes ou des mesures répétées. Alors, les mesures indépendantes, en fait, si vous voulez, c'est des études transversales, c'est-à-dire qu'on va mesurer une fois différentes choses, dont notamment par exemple l'âge. Et les mesures répétées, c'est les études longitudinales, où donc là, on va suivre le sujet sur un certain laps de temps. On va, enfin, je dis souvent, c'est souvent des temps différents de mesures, mais les mesures répétées, c'est pas que ça, même si c'est essentiellement ça. Donc, l'idée pour les mesures indépendantes, ben c'est voilà, je m'intéresse à la satisfaction conjugale et je veux savoir si le genre a une influence. Oui, non. On est clairement dans des mesures indépendantes. On interroge une fois nos participants pour connaître leur genre et pour connaître, on leur fait passer un questionnaire pour mesurer la satisfaction conjugale. Et on fait nos analyses statistiques, on a nos résultats, on publie, génial. Les mesures répétées, ben, je peux prendre la même étude et dire, ben voilà, moi je m'intéresse à l'effet du genre sur la satisfaction conjugale, mais aussi à travers les années. Parce que peut-être que le fait de vieillir ensemble va avoir un impact sur la satisfaction conjugale. Donc là, on va avoir plusieurs temps de mesure. On peut faire les études tous les 5 ans, par exemple. Donc aujourd'hui, je demande à mes participants quel est leur genre et je leur fais passer un questionnaire sur la satisfaction conjugale. Dans 5 ans, je les recontacte. A priori, le genre n'a pas changé, donc je leur fais passer uniquement le questionnaire de satisfaction conjugale. Et puis dans encore 5 ans, encore dans 5 ans, etc. Et je peux les suivre comme ça sur une certaine durée. Et donc l'idée, là, c'est vraiment de voir, on va comparer le sujet à lui-même. On va voir comment il évolue dans le temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les mesures répétées. Il y a aussi d'autres termes de vocabulaire, on parle de données pairées, on parle d'échantillons à parier. Tout ça, c'est la même chose, ça veut juste dire qu'on a plusieurs temps de mesure, que le même participant est mesuré plusieurs fois sur la même variable. Ensuite, c'est assez rare qu'on en parle, mais il faut pouvoir le repérer quand c'est le cas. On peut parfois avoir un échantillon de référence. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a certaines analyses qui sont extrêmement connues, examinées, etc. Il y a certaines variables qu'on connaît très bien. Par exemple, l'intelligence. L'intelligence qu'on mesure à l'aide des échelles de Wechsler, le WISC, la WISE et la WIPSI, sont des études à grande échelle, extrêmement normalisées, suivies de très près par énormément de chercheurs. Et du coup, quoi qu'il arrive, on sait que la moyenne est de 100 et l'écart type de 15. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, je m'intéresse à l'intelligence d'adultes qui ont été prématurés, par exemple. Donc je cherche un échantillon, je cherche donc à recruter des gens qui sont nés prématurément, et je leur fais passer le test de QI. J'obtiens une certaine moyenne. Cette moyenne,
Moi, mon but, c'est de savoir si le fait d'avoir été prématuré a une influence sur leur intelligence. Donc pour ça, il faut que je les compare à qui? À un groupe de personnes qui ne sont pas nées prématurément. Alors, en théorie, qu'est-ce qu'il faudrait faire? En théorie, il faudrait que j'ai un groupe contrôle. Il faudrait que j'aille prendre des gens dans la rue, que je leur demande pour leur faire passer le test du QI et en m'assurant bien qu'il s'agit de personnes non prématurées. Comme ça, j'ai donc deux groupes. Est-ce que j'ai été prématuré ou pas? Et donc ça, c'est ma VI. Et j'ai une VD, l'intelligence. Mais alors, l'intelligence, vu qu'on connaît très bien la moyenne et l'écart type, eh bien, on peut s'épargner, et là de rien, c'est quand même un énorme gain de temps, d'argent, d'énergie. On peut s'épargner le fait d'aller recruter des gens dans un groupe contrôle parce que notre échantillon donc de prématurés suffit amplement pour comparer à la population que l'on connaît déjà. Donc, dans ce cas-ci, avoir un échantillon de référence, ça veut dire qu'on a finalement un seul échantillon, on n'a qu'un seul groupe, on a un groupe des prématurés, on n'a pas de groupe contrôle. Et du coup, il existe une analyse spéciale pour ça, dans le cas où on a un échantillon de référence. Et enfin, dernière chose qu'on va voir dans cette vidéo, la différence entre les statistiques descriptives et les inférences. Alors, écoutez, dans les descriptives, tout est dans le mot. Les analyses descriptives nous permettent de décrire l'échantillon. C'est vraiment comme si on demandait aux gens, aux participants de se mettre devant nous et on se contente de décrire. On dit voilà, je vois autant d'hommes, je vois autant de femmes. Il y a des gens qui ont tel âge, la personne la plus jeune a tel âge, la personne la plus âgée a tel âge. En moyenne, mes participants ont tel âge. Je vois qu'ils ont un score moyen de autant sur la variable satisfaction conjugale, etc., etc. Donc on va parler de moyenne, on va parler de minimum, de maximum. On peut parler de médiane aussi avec le boxplot. On peut parler de fréquence dans le cas des qualitatives. Donc les statistiques descriptives, c'est quelques tableaux, mais ça peut aussi être quelques graphiques. Là, on est purement en descriptif. Mais à aucun moment, on ne peut affirmer qu'il y a des différences entre nos groupes. Même si on observe des différences de moyenne entre les hommes et les femmes, entre les personnes jeunes et les personnes âgées, entre les francophones et les néerlandophones, même si on observe des différences de moyenne, on ne peut pas dire qu'il y a une différence significative entre nos groupes. On peut juste constater la présence d'une différence. Mais une différence, on en trouvera toujours en soi. C'est extrêmement rare, ça arrive, mais croyez-moi, c'est rare, d'avoir deux groupes qui ont exactement la même moyenne. Ça dépend du hasard. Et donc, le but des inférences, justement, c'est de savoir si la différence que l'on observe est due au hasard. Autrement dit, si je refais la même analyse, est-ce que je vais de nouveau constater le même écart entre mes deux groupes, par exemple, ou est-ce que, à l'inverse, l'écart, le groupe qui avait une moyenne plus élevée dans l'étude 1 va avoir une moyenne plus faible dans l'étude 2, par exemple. Donc, le but des inférences, c'est vraiment de gagner du temps. C'est prouver un lien entre plusieurs variables. Et comment est-ce qu'on prouve un lien entre les variables? C'est grâce à la p-valeur. La p-valeur, c'est vraiment une invention absolument magique en statistique qui nous permet de savoir, finalement, ça permet un peu de simuler une centaine d'études. Parce que la p-valeur, si vous avez une p-valeur qui est égale à 0,03, c'est un pourcentage, c'est une probabilité. Ça veut dire que vous avez 3% de chance de vous tromper en rejetant H0, alors que H0 est vrai. Autrement dit, si vous faites 100 fois la même étude avec les mêmes variables et forcément avec à chaque fois des participants différents, 97 fois, vous allez prouver qu'il y a une différence de moyenne entre vos deux groupes, par exemple, et à 3 reprises, vous allez trouver l'inverse. Donc c'est génial, la p-valeur, ça permet vraiment de faire comme si vous aviez fait 100 études alors que vous n'en avez fait qu'une seule. Donc c'est un gain de temps magnifique. Et donc, c'est grâce aux inférences et donc à la p-valeur qu'on est vraiment capable d'affirmer des liens de causalité entre nos variables. Voilà pour cette première vidéo, j'espère que c'est plus clair. À très bientôt, au revoir.